Je souhaite donc la bienvenue, dans l'ordre alphabétique si vous me permettez, Monsieur Thomas Anargyros, président de Media One Studio France et membre du comité exécutif du groupe Media One. Bienvenue. Monsieur Fabrice Bailly, président de TF1 Productions, accompagne Monsieur Jules Plat, responsable des affaires publiques du groupe TF1. Madame Élodie Bernard, co-gérante de Bengoumi. Monsieur Guillaume Charles, président de Studio 89 Productions et de C Productions. Et Madame Alexia Laroche-Joubert, présidente de Banijay France. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie du temps que vous accordez à cette commission d'enquête. Je vais vous donner à chacune et chacun, dans l'ordre alphabétique, la parole pour un propos liminaire, un maximum 10 minutes, mais ça peut être quelques minutes, en tout cas à la fois pour vous présenter la société que vous représentez. Et si vous avez déjà des éléments, on va dire, de réflexion ou de pistes, vous pouvez les donner à ce moment-là. Je vous remercie également de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, mesdames, messieurs, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie et je vais donc vous donner la parole dans l'ordre alphabétique. Donc nous commençons par Monsieur Thomas Anargyros, s'il vous plaît, pour Media One. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui devant vous au nom du groupe Media One, dont je préside et dirige l'entité de production d'œuvres patrimoniales, fiction française, coproduction internationale, documentaire, un certain nombre de films de cinéma. Et Media One Studio France, dont je vous parlerai en cette qualité. En tant que producteur, nous ne sommes pas partie prenante sur le renouvellement des fréquences TNT. Néanmoins, comme vous le savez, les chaînes de télévision sont nos partenaires et clients. Concernant le groupe Media One, dont je vais faire une courte présentation, il a été créé et lancé en 2015 autour de la conviction que nous avions tous les atouts en France pour créer un champion européen de la production à dimension mondiale. Et dans un pays avec autant de talents, et alors que la demande d'œuvres explosait dans le monde entier. L'ambition, dès le départ, a été de fédérer les meilleurs talents français, puis ensuite européens, en leur donnant les moyens et les outils de cette création. 9 ans plus tard, Media One rassemble plus de 1500 collaborateurs, 70 labels de production sur 11 territoires, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, à travers notre partenariat avec Léonine, la Finlande, le Canada, les États-Unis, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et nous avons réussi le pari d'avoir construit depuis la France un des champions dans le secteur de la production audiovisuelle. Aujourd'hui, le groupe s'articule autour de 3 grands métiers: la production de fiction, d'animation, de documentaire, de longs métrages et de flux. En 2, la distribution, qui est un pilier absolument essentiel et déterminant pour garantir la maîtrise de nos œuvres, leur rayonnement et assurer des revenus qui permettent d'être réinvestis dans la création. Et enfin, l'édition de chaînes thématiques sur le câble et de services SVOD comme RTL9, Explore, Manga ou AB1. Nous sommes fiers d'avoir construit un modèle qui permet ainsi de faire rayonner et de soutenir la diversité de la production française et européenne. Le succès de 10%, la pépite HPI, le personnage préféré des enfants, en tout cas un des personnages préférés avec Miraculous Ladybug, des films d'auteur de Jeanne Herry ou de Quentin Dupieux, Les Trois Mousquetaires, les 2 films, ou encore C'est à vous, c'est dans l'air sur France 5. Bref, c'est un groupe d'une grande diversité éditoriale et qui travaille avec l'ensemble des diffuseurs et des plateformes. Concernant Media One Studio, comme je vous l'ai dit, au sein de ce groupe, mon rôle est de superviser l'activité de production des œuvres patrimoniales. Me concernant, j'ai effectué l'essentiel de ma carrière comme producteur indépendant, aussi au sein de groupe, ce qui est le cas aujourd'hui au sein de Media One, et j'ai également travaillé dans des chaînes de télévision, services publics et privés. Et j'ai également, en tant que producteur, été président de l'Union syndicale de la production audiovisuelle, l'USPA, qui est le syndicat le plus important de la production audiovisuelle pendant plus de 8 ans, fonction que j'ai quittée il y a 1 an et demi. Et à ce titre, j'ai pu participer à peu près à toutes les négociations du secteur pendant cette période.
Aujourd'hui, chez Media One Studio, notre métier, c'est avant tout la création. C'est imaginer des œuvres de fiction, de documentaires, de cinéma pour les chaînes de télévision, pour les plateformes. Et c'est donc en fait accompagner les talents créatifs dans ce travail-là. On travaille aujourd'hui avec tous les groupes, TF1, France Télévisions, M6, Canal+, Arte, ainsi qu'avec toutes les plateformes présentes sur le territoire. Media One Studio, c'est un peu plus de 30 sociétés de production. Et si on parle de la fiction, où effectivement, l'année dernière, on a produit plus de 130 heures de fiction de prime time dans la dernière saison, ça va de HPI, les bracelets rouges pour TF1, 10% les rivières pour France Télévisions, les papillons noirs sur Arte et Netflix, De Grâce pour Arte et Paramount+, La Flamme et le Flambeau sur Canal+, Escort Boys sur Amazon, Murder Club bientôt sur M6, Anthracite bientôt sur Netflix, ou Tandem, qui a connu plus de 7 saisons sur France 3. C'est pour avoir un peu, effectivement, voir la diversité de tout ce qu'on produit. Moi, je voudrais juste dire un mot sur la question plus directe du sujet d'aujourd'hui. C'est de rappeler que le tissu de la production en France est extrêmement dynamique et concurrentiel, extrêmement riche, avec des entreprises extrêmement différentes qui vont de TPE à des très grands groupes internationaux. Et c'est ça qui garantit en partie la diversité de la création et la diversité. Et c'est vrai que dans un contexte d'internationalisation très important, nos concurrents sont à la fois en France, mais ce sont aussi aujourd'hui des studios américains, européens, britanniques, ainsi que les plateformes américaines. Pour notre secteur, de notre point de vue Media One, l'enjeu majeur réside avant tout dans la préservation de l'exception culturelle et le maintien d'une réglementation équilibrée telle qu'elle est aujourd'hui. Ce qui fait la spécificité de la France, mais surtout notre force et notre rayonnement à l'international, c'est d'avoir su placer la création au centre de la législation et de la régulation de l'audiovisuel français. Et c'est aussi d'avoir su s'adapter aux mutations du secteur en y intégrant, à travers la transposition du décret SMAD, les plateformes en France. Et c'est en garantissant l'indépendance des producteurs à travers la législation et la régulation du secteur, vous avez permis son développement grâce aux obligations d'investissement, sa liberté, sa richesse de création grâce au statut du producteur délégué, son rayonnement à l'international avec la maîtrise des droits et de manière plus générale l'émergence d'un véritable savoir-faire français. Dans le prolongement de la loi de 86, la transposition de la directive SMA dont je parlais en droit français est venue consolider notre secteur en assurant une souveraineté culturelle et économique dans lequel, toujours, au centre, il y a la création. Et je précise juste que, alors que des pratiques de buy-out, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, on en parlera peut-être plus tard, qui sont une façon de prendre l'ensemble des droits qui ont un effet absolument délétère sur nos voisins européens par les plateformes américaines, on a su le contrer en partie, mais néanmoins ça existe en France et c'est un vrai danger. C'est donc dans ce cadre que le renouvellement des fréquences TNT, le conventionnement et le contrôle du respect des obligations par l'Arcom nous intéressent en tant que producteurs. Pour nous, l'enjeu important est que les diffuseurs et les chaînes TNT, qui sont essentielles à la création, continuent d'investir dans la création et de respecter leurs obligations. Concernant les conventionnements et le respect des obligations, notre syndicat principal, l'USPA, qui représente les producteurs audiovisuels de fiction, de documentaires, de spectacles vivants, et souvent avec France Anime également d'animation, est en charge de négocier les accords interprofessionnels, ce que j'ai fait pendant de longues années, dans le cadre des décrets entre les chaînes et les producteurs. Ces accords sont ensuite intégrés au conventionnement et les obligations sont, elles, contrôlées par l'Arcom, comme vous le savez. Ces dispositifs qui existent depuis de nombreuses années ont fait leurs preuves pour notre secteur et nous les testons aujourd'hui avec nos nouveaux acteurs conventionnés qui sont les SMAD et dans lequel le rendez-vous l'année prochaine sera absolument fondamental. Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Fabrice Bailly. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, bonsoir. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Je suis Fabrice Bailly, je suis président de TF1 Productions depuis juin 2019 et par ailleurs directeur des programmes et des acquisitions
du groupe TF1. TF1 Production est une filiale à 100% du groupe TF1 dont l'activité essentielle est la production de contenu audiovisuel pour les services linéaires et non linéaires du groupe TF1. Nous produisions entre 600 et 700 heures de programmes par an, essentiellement des émissions de flux, et ce dans beaucoup de genres différents. Divertissement, jeux, émissions de narration, magazines, qu'ils soient sportifs ou autres, documentaires, captation de concerts et formats courts. TF1 Production a par ailleurs 2 autres activités. C'est la prestation technique pour les antennes du groupe TF1 pour les événements sportifs, dont notamment le football, avec des plateaux, des moyens techniques, des commentaires de matchs, et aussi la production de toutes les bandes annonces du groupe TF1. Aujourd'hui, TF1 Production compte 98 employés permanents et produit des émissions aussi variées que Energy Music Awards, 50 minutes Inside, Automoto, Téléfoot, 90 minutes Enquête, Danse avec les stars, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Madame Élodie Bernard. Bonjour, Monsieur le Président. Ah, ça marche pas. Allez-y. On m'entend ? Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le rapporteur. Bonjour, Mesdames et Messieurs les députés. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Je suis Élodie Bernard. Avec Yann Barthès et Laurent Bon, nous sommes les co-gérants de la société Bongoumi. Laurent Bon, qui était initialement invité, n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Il s'en excuse. Il est, comme chaque après-midi, sur la fabrication de l'émission Quotidien diffusée chaque soir sur TMC. Pour vous présenter notre société, Bongoumi est né il y a plus de 12 ans, maintenant en 2011. Bongoumi signifie programme de télévision en japonais. C'est une société de production audiovisuelle française totalement indépendante, qui n'est donc affiliée à aucun groupe de production ni à aucun diffuseur. Et c'est vrai que dans le paysage audiovisuel français, cette indépendance est sans doute une de nos singularités. Pas la seule, j'espère, mais c'en est une. Bongoumi, c'est aussi, et c'est important pour nous, une agence de presse composée d'une rédaction de 56 journalistes, détenteurs d'une carte de presse. Aujourd'hui, nous produisons principalement des émissions de flux, mais nous produisons aussi, et ça nous tient à cœur, des films documentaires, des reportages, des contenus digitaux pour TMC et France Télévisions et dans une moindre mesure pour Arte et M6. Ces films documentaires, ces reportages, comme nos émissions, reflètent ce qui nous passionne et aussi nos valeurs. Je pense notamment à certains films que nous avons produits, des films forts, à impact sociétaux, comme Noir en France, avec Alain Morbancou, diffusé en prime time sur France 2 en 2022, qui avait réuni à l'époque plus de 2,5 millions de téléspectateurs. Un film dur, traversé aussi d'espoir et de fierté. Un autre film, Homo en France, coécrit et raconté par Vincent de Dienne, toujours en prime time, toujours sur France 2, diffusé en 2023 à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Ce film montre l'incroyable combat déjà mené, mais encore inachevé contre l'homophobie. Féminicide, un autre de nos films, réalisé en collaboration avec la rédaction du journal Le Monde, diffusé en 2020, toujours sur France 2 en prime time. Ce film alerte sur l'aveuglement collectif de notre société et les failles de nos institutions. Nous sommes vraiment très fiers de ces films. France Télévisions continue d'ailleurs à nous faire confiance. Nous sommes actuellement en préparation de 2 nouveaux films très forts. Un documentaire sur les enfants de France pour comprendre l'évolution de l'enfance en France. Et un documentaire sur la prise de conscience et de la distance avec l'alcool. Je pense aussi aux 23 documentaires culturels que nous avons produits, diffusés en prime time sur France 5, notamment sur Rimbaud, Baudelaire, Céline, mais aussi Madonna, les Rolling Stones ou encore E.T. C'est ça aussi, je pense, notre singularité. En programme de flux, nous avons donc été les producteurs du Petit Journal, à l'époque présenté par Yann Barthès, diffusé en clair sur Canal, du Supplément, magazine d'information hebdomadaire, présenté par Maïtina Biraben, diffusé en clair le week-end aussi sur Canal+. Stupéfiant
émission culturelle, hebdomadaire, diffusée sur France 2, présentée par Léa Salamé. Cette émission abordait la culture, toutes les cultures, à travers des témoignages, des rencontres, des enquêtes et des reportages. Depuis 2016, du lundi au vendredi, nous produisons l'émission Quotidien, émission d'information et de divertissement diffusée sur TMC. Nous produisons également pour TMC les grands magazines sociétaux de Martin Veil. Ce sont des enquêtes et des reportages nationaux et internationaux sur les enjeux majeurs de notre société du XXIe siècle. Quotidien, qui est notre programme emblématique, s'inscrit dans la tradition des gros talk-shows d'infotainment comme Nulle part ailleurs ou Le Grand Journal, avec une place importante donnée au reportage et au décryptage. C'est 2 heures d'antenne tous les soirs dans des conditions du direct et en public. C'est un programme ambitieux qui bénéficie d'une liberté de ton totale et de moyens humains et techniques importants. Le pari d'un grand rendez-vous exigeant qui mêle reportage, interview, information, humour et parodie a convaincu le groupe TF1 il y a maintenant 7 ans. Il y a 7 ans, le groupe TF1 nous a accordé sa confiance, une liberté sans faille et les moyens pour pouvoir proposer chaque soir ce rendez-vous ambitieux. Chaque saison, nous recevons près de 600 invités français et internationaux, issus de la société civile, de la culture, de la politique, du sport ou du divertissement. Le choix d'une émission qualitative est récompensé puisqu'aujourd'hui, Quotidien est le talk-show leader et réunit plus de 2 millions de téléspectateurs chaque soir. Pour conclure cette présentation, Bangoumi est une société donc indépendante, libre, qui travaille avec plusieurs diffuseurs. Ces diffuseurs qui nous donnent à chaque fois leur confiance, une liberté totale dans nos choix éditoriaux et artistiques. Et même si nous produisons de nombreuses heures de programme, Bangoumi est sans doute, et dans sa logique et dans son mode de fonctionnement, plus proche de l'artisanat que d'une démarche industrielle, tout aussi respectable par ailleurs. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Guillaume Charles. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, à mon tour, je vous remercie de nous avoir invités pour cet échange sur la production. Je suis Guillaume Charles, je suis membre du directoire du groupe M6 en charge des antennes et contenus télévision. Donc à ce titre, j'ai la charge des chaînes de télévision en particulier, des services de streaming sur la dimension contenu. Mais aujourd'hui, c'est au titre de président de Studio 89 et de ses productions que je viens m'exprimer et répondre à vos questions. Alors Studio 89 et ses productions sont 2 sociétés de production internes au groupe M6, donc détenues à 100% par le groupe, et qui produisent des contenus pour l'ensemble des chaînes et services du groupe M6. Elles ont des spécificités. La première, c'est pour Studio 89, c'est principalement et en grande majorité du divertissement, donc des grands divertissements que vous connaissez sûrement, Top Chef, Un dîner presque parfait, des jeux de connaissances comme Qui peut nous battre. Et puis côté ces productions, j'y reviendrai, mais c'est un modèle hybride de production puisqu'ils ont la charge des grands magazines d'information du groupe M6, Capital, Zone interdite, Enquête exclusive pour ne citer que. Et nous fonctionnons dans ce qu'on appelle un modèle hybride, dans le sens où ces productions est éditeur de ces grands magazines et travaille avec énormément de sociétés extérieures. Donc c'est une société interne qui a la charge de l'édition de ces magazines, mais qui fait travailler des producteurs extérieurs, comme les grandes agences de presse, Tony Committee ou autres, pour ne citer que, pour produire les sujets qui sont ensuite diffusés dans nos grands magazines que vous connaissez. Donc, à ce titre, ce sont 2 sociétés de production qui ont une activité importante. Studio 89, c'est près de 650 heures éditées chaque année pour les chaînes du groupe M6. Et ces productions, c'est près de 450 heures qui sont inédites, qui sont produites ou qui sont produites en partenariat avec nos partenaires de production pour les différentes chaînes du groupe M6.
cette production, on va dire, dépendante ne nous empêche pas de travailler conjointement avec les sociétés indépendantes dont certaines sont présentes autour de la table, puisque environ, par exemple à titre d'exemple sur M6, 75% des contenus qui sont diffusés sur la chaîne proviennent de sociétés extérieures dans les différents genres. Voilà, donc aujourd'hui, c'est à ce titre de représentant des sociétés de production que je m'exprime devant vous. Merci beaucoup. Je donne la parole à Madame Alexia Laroche-Joubert. Bonjour à tous, je m'appelle Alexia Laroche-Joubert, je suis présidente de Banijé France depuis septembre. Banijé est un groupe international créé il y a 15 ans. Nous sommes présents dans 21 pays à travers 130 labels. Le siège est en France avec un actionnariat européen et principalement français. En France, nous rassemblons 17 sociétés qui produisent du flux, divertissement, magazines, télé-réalité, factual et de la fiction. Nous travaillons avec tous les diffuseurs et tous les streamers et nous avons un contact avec à peu près 38 millions de Français par semaine au travers de tous les programmes que nous produisons. Je vous remercie également, comme mes camarades, de nous avoir conviés à cette table ronde. En tant que producteur indépendant, et contrairement à certains de mes camarades, tout de même, qui appartiennent à une chaîne, il est crucial pour nous autres de préserver la multiplicité des acteurs chez les diffuseurs. Loin de la consolidation des chaînes, le marché de la production est ultra atomisé. Nous sommes 4700 producteurs face à 5 groupes audiovisuels qui achètent France Télévisions, TF1, M6, Canal+, et en moindre mesure Altice. Il est donc essentiel pour nous de maintenir en place des acteurs différents, tout en capitalisant sur ceux déjà en place qui connaissent le marché et ont les moyens d'investir. Et pour investir dans nos programmes et préserver ainsi le tissu créatif de production indépendante, il leur faut des moyens. La publicité, pour 4 d'entre eux, est vitale et nous sommes à leur côté pour sensibiliser les pouvoirs publics à l'importance de déréguler celle-ci, d'autant plus dans une période où les streamers et les plateformes digitales comme YouTube les attaquent sur ce terrain. On voit que Disney et Netflix ont déjà lancé leurs offres avec publicité. Amazon en fait de même bientôt et avec la puissance de sa data au travers de sa plateforme de e-commerce, risque d'être très déstabilisant pour le marché. On peut également parler de la concurrence naissance de la téléconnectée qui développe leur propre chaîne fast sponsorisée par leur régie. Mais il n'y a pas que des acteurs privés qui permettent de mettre en avant la diversité des programmes. Avec la fin de la redevance, il faut donner des moyens et de la visibilité aux services publics pour relever ces missions. Nous aurons le temps, je suppose, de discuter de tout cela. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une bonne transition que vous faites. Et en tant qu'ancien rapporteur et en présence du président de la mission d'information sur l'avenir de l'audiovisuel public, on peut qu'aller dans votre sens sur effectivement le besoin de protéger, sécuriser, donner de la visibilité au budget de l'audiovisuel public, parce qu'effectivement, sinon les premières victimes, ce seront les programmes. Donc si on veut effectivement investir, être compétitif et innover, il faut qu'on puisse leur apporter cette visibilité. En tout cas, c'est le sens de notre travail, notamment avec Jean-Jacques Gaultier et bien d'autres députés. Je vais commencer peut-être juste par quelques petites questions avant le rapporteur, assez générales de réflexion. La première, quels sont selon vous les enjeux et les pistes dans le cadre de la protection des actifs culturels stratégiques ? Avec le grand débat, on sait que l'ancienne ministre de la Culture avait vraiment lancé une feuille de route sur le sujet en lien avec le CNC. Donc votre réflexion sur ce sujet-là est pour moi très importante. La deuxième, votre regard, mais ça peut être aussi un regard de dire qu'il faut que rien ne change sur la chronologie des médias actuels et vis-à-vis des enjeux qui sont les vôtres. La troisième question, est-ce que vous pensez que autant d'audiovisuel public qu'audiovisuel privé, il y a une ouverture à la diversité et à l'émergence de productions nouvelles où on est sur un marché assez fermé, avec peut-être des habitudes d'achat, des habitudes de société, ou est-ce qu'on est sur un marché au contraire qui est florissant et où une jeune production, une production indépendante peut arriver à faire sa place avec des contenus innovants et parfois sûrement aussi des partenariats dans un premier temps. Et quatrième question, votre regard justement sur les conventions qui sont passées, là on lit directement à cette commission d'enquête, les conventions passées du coup entre l'Arcom et les différentes chaînes de la TNT en matière justement de production audiovisuelle et cinéma. Est-ce que vous jugez que les demandes de l'Arcom, en tout cas les conditions de convention sont satisfaisantes
que ce soit en niveau d'investissement, que ce soit en diversité. Voilà, en tout cas, quelles sont les pistes selon vous à améliorer ou juste à protéger, à conserver sur la partie production audiovisuelle cinéma dans les conventions ARCOM entre les chaînes TNT et l'État? Voilà les 4 pistes de réflexion sur lesquelles je peux permettre. Oh bah pourquoi pas. Allez. C'est ça, ouais. Donc pour résumer, active, culturelle, stratégique, chronologie des médias, diversité, émergence et convention ARCOM. Waouh. Donc, merci pour toutes ces questions. Non mais alors, vous imaginez, et après on reprend le cours normal de toutes les autres questions. Écoutez, sur l'IP, en tant que producteur indépendant, évidemment, c'est très important de préserver ce qui est notre asset, c'est-à-dire la création de valeur passe par la création d'œuvres et le maintien de ce qu'on appelle, nous, soit une œuvre, soit un format, puisque, comme vous le savez, on est producteur de fiction ou de flux. C'est notre principal combat par rapport aux diffuseurs. Et tu en as parlé un petit peu, Thomas, mais c'est vrai qu'on subit des attaques de la part des streamers qui veulent capter les droits. Donc c'est un combat sur lequel on est un petit peu entendu et dans lequel il faut reconnaître que la France a une position très particulière puisque vous avez mis en place, par les décrets, une protection à la fois dans les investissements et dans la production indépendante et dépendante. Néanmoins, on sait qu'il y a des phases de contournement de la part des streamers et plus il y a d'une certaine façon nos IP qui vont chez les Américains, plus c'est une attaque sur notre exception culturelle, nos programmes en langue française et notre capacité en tant que tissu créatif et de production d'exister et de faire rayonner la France à l'international. Ça, c'est sur l'IP. Je passe à l'autre. Chronologie des médias. Écoutez, sur la chronologie des médias, je crois que des accords ont déjà été mis en place. On est évidemment attentif, puisque ça nous permet aussi de revendre certains de nos programmes. Je pense que mes camarades diffuseurs seront plus à même de s'exprimer là-dessus que nous, qui voyons un petit peu... voilà, nous assistons évidemment à tout ça, mais des accords ont été tournés. Marché florissant, nouveaux acteurs. Dans la production, c'est compliqué. Très clairement, je trouve ça courageux de monter une société de production. Actuellement, comme vous le savez, il y a une consolidation aussi au travers de gros groupes. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, ils cherchent une épaule, et on est une épaule, que ce soit Media One ou Banijay. Ça leur permet aussi d'avoir accès à des catalogues de programmes, à avoir du cash, parce que ce qui a beaucoup changé dans les 10 dernières années, c'est que... on investit énormément en R&D. Je vous donne un exemple. Sur la France, on a 5,5 millions d'investissements par an en recherche et développement. On va dire sur 30 programmes qui sont développés, il y en a 1 ou 2 qui vont aller à l'antenne. Donc il y a énormément de déperditions. Et quand vous êtes un jeune producteur, en tout cas dans le flux et dans la fiction, c'est difficile. Je ne parle même pas du documentaire, comme vous le savez, qui est extrêmement en situation de précarité, d'autant plus avec les mouvements récents en faveur d'une réévaluation des salaires. Donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'on grossit et qu'on invite les jeunes producteurs et les petits producteurs à nous rejoindre. ARCOM, c'est ça. Là aussi, les accords ont été signés à la fois par les diffuseurs et par les producteurs. Je ne sais pas si c'est le cadre exactement ici, si je dois m'exprimer là-dessus. Je pense qu'en attendant, voilà, ces accords fonctionnent. Ils nous sont opposés. On s'y soumet et on considère qu'il y a évidemment des améliorations, mais il y a quand même une prise en compte des intérêts des producteurs. Voilà, comme vous le savez, il y avait des enjeux avec la distribution. Pour vous expliquer en deux secondes, on est producteur, comme je vous l'ai dit, on investit dans le développement, donc on a des enjeux de garder les IP et de les distribuer.
Pour être un bon distributeur, il faut avoir une vision internationale, avoir des bureaux internationalement. Nous, on a une société qui est basée à Londres qui s'appelle Banijay Rights. Il y a 95 salariés. On est présent sur tous les continents. Et sans cette indépendance de distribution, par exemple, Marie-Antoinette n'aurait pas été produit. Marie-Antoinette, on a investi énormément d'argent à travers notre société de distribution pour produire aux côtés de Canal+, et on a vendu ce programme dans 147 territoires. Donc c'est pour nous, évidemment, il y a encore des combats à mener, et la préservation de l'IP et la distribution sont essentielles. Merci. Je ne sais pas si j'ai fait une... Non, c'était très parfait. Merci beaucoup. Je laisse Monsieur Charles. Allez-y. Merci. Alors, je vais essayer aussi d'être concis et de répondre aux différentes questions. En tant que diffuseur, c'est vrai que on pourrait se poser la question, pourquoi nous internalisons une partie de notre production? L'internalisation, elle a deux buts. Le premier, et c'est particulièrement vrai pour les magazines d'information, comme je l'ai dit, nous éditons ces magazines, c'est la maîtrise éditoriale. Nous sommes directeurs de publication, nous sommes responsables des contenus qui sont diffusés sur nos antennes, et de ce fait, sur une matière comme l'information, nous avons beaucoup de partenaires avec les agences de presse, mais il est extrêmement important de maîtriser l'éditorial de ces magazines pour des questions juridiques, pour des questions de signalétique ou autres. Donc c'est pour ça aussi que nous devons maîtriser notre antenne et ce qui est diffusé. Le deuxième aspect, c'est assez vrai par exemple sur le divertissement, c'est nous avons un enjeu de maîtrise des droits. Aujourd'hui, la télévision d'il y a 20 ans, vous aviez une exploitation linéaire, je caricature un peu. Aujourd'hui, vous avez des exploitations en amont, parfois. On fait des avant-premières le jour de la diffusion. Ensuite, on a des droits, ce qu'on appelle la télévision de rattrapage à 7 jours, qui passe parfois à 28 jours. Et puis parfois, on exploite aussi des catalogues sur une période plus longue. Il y a des exploitations aussi que se développent sur des nouveaux réseaux. Ça peut être des réseaux de distribution alternatifs, des réseaux sociaux, qui demain de YouTube ou autre. Donc c'est extrêmement important pour un diffuseur comme le nôtre, qui finançons la plupart du temps très en amont les différentes choses qui peuvent arriver sur nos antennes, d'avoir une maîtrise des droits et d'être capable d'exploiter les différentes diffusions. Je pense qu'il y a aussi, on en parle souvent, une mouvance dans cette exploitation. Aujourd'hui, le monde va très très vite. Il y a des plateformes qui n'existaient pas il y a quelques années qui sont apparues. Donc nous devons en permanence adapter l'exploitation de ces droits. Et c'est vrai que dans ce sens-là, peut-être certaines négociations prennent du temps, mais en tout cas, elles sont aussi des deux côtés, je dirais côté producteur et côté diffuseur, pour essayer d'anticiper le mieux possible les exploitations futures qui peuvent arriver, car aujourd'hui, on ne les maîtrise pas toujours. Donc, à ce sens, nous prônons une part de dépendance que nous faisons dans le cadre de nos obligations ou lorsqu'il n'y en a pas dans le cadre finalement de nos stratégies, d'avoir une partie qui soit internalisée. C'est vrai aussi sur le cinéma, où le groupe M6 avec la société SND distribue, produit des grands films, je pense film de l'Abbé Pierre par exemple, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs finalement de vendre aussi ces droits à des concurrents. Par exemple, on a un grand nombre de films SND qui sont diffusés par la suite sur le service public. Donc tout ça n'est pas antinomique, je dirais, d'internaliser, n'est pas antinomique d'avoir des partenariats créatifs avec des sociétés externes. J'insiste beaucoup sur ce point-là. Il est impossible pour une chaîne de télévision d'être suffisamment créative toute seule. Aujourd'hui, vous le voyez, il n'y a qu'à regarder les antennes des différents groupes. Il y a beaucoup de formats qui ont été créés dans des sociétés de production, chez ma voisine ou autres, et qui arrivent sur nos antennes. Il y a des investissements qui sont faits en R&D dans ces productions, et donc nous ne pouvons pas, ça je le dis haut et fort, nous passer de la production indépendante parce qu'elle a cette créativité, ce savoir-faire que, évidemment, nous ne maîtrisons pas. Mais nous avons des impératifs par rapport aux actifs aussi de maîtrise des droits. Je pense que c'est un élément très important. Le deuxième, c'est sur la chronologie des médias. Aujourd'hui, elle a évolué, la négociation a été pour le coup très longue. Il y a des nouveaux acteurs qui sont apparus et qui ont des obligations, mais qui ont aussi du coup des fenêtres de droit avec les plateformes. Nous sommes très vigilants, côté chaîne gratuite, à conserver une protection pour des fenêtres gratuites. Je le rappelle quand même, tous les acteurs qui nous précèdent sont payants. Voilà, on a aujourd'hui un mode de financement par la publicité, mais on peut s'adresser au plus grand nombre. Si
on est capable de diffuser aussi l'Euro 2024 cette année, c'est parce que voilà, il y a des obligations liées et des droits qui sont accordés aux chaînes gratuites en France pour leur permettre de diffuser qui du cinéma, qui des grandes compétitions sportives. Sinon, on pourrait imaginer un monde où tout deviendrait payant. Aujourd'hui, je pense que la chronologie des médias se doit aussi de protéger cette exploitation gratuite pour le plus grand nombre de Français. Sur l'émergence de nouvelles productions, de nouvelles sociétés, je dois dire que c'est un peu un paradoxe. On a à la fois beaucoup de sociétés de production, donc on voit que la barrière à l'entrée, finalement, n'est pas si forte. On a beaucoup de petites sociétés qui peuvent produire, qui un documentaire, qui un programme. Après, c'est vrai qu'il y a par ailleurs un mouvement de consolidation qui s'opère. Il s'opère parfois au niveau mondial, parce que, comme l'a dit Alexia, il y a des formats qui sont développés parfois dans un pays et qui vont voyager dans différents pays. Donc, il y a aussi des moyens importants. Bon, je ne peux pas trop m'exprimer sur le secteur de la production, dans la mesure où nous y sommes évidemment moins confrontés que Banijay ou autres. Et enfin, sur les conventions, elles sont discutées âprement. Il y a parfois de la concurrence sur des autorisations. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un dialogue, moi, que je considère constructif. Oui, il y a une chaîne, et en général, elle discute avec un syndicat qui représente tout ce monde de la production. Donc même s'il est, on va dire, relativement fragmenté, ils sont bien organisés pour avoir des négociations où finalement un diffuseur négocie avec un syndicat de producteurs un accord qui convient et qui justement aujourd'hui équilibre entre production patrimoniale, production des branches. Et en général, les conventions vont un peu plus loin que le régime minimum, je dirais, vont même plus loin que le régime minimum, et surtout elles sont particulièrement surveillées par l'ARCOM, et nous respectons nos conventions évidemment. Merci beaucoup, Mme Bernard. Alors, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce qui vient d'être dit. Juste concernant effectivement la propriété intellectuelle, est quelque chose de très important qu'il faut préserver. Et voilà. Après, sur la diversité des diffuseurs, enfin, moi, je tiens à rappeler que je me sens quand même très différente de mes camarades ici aujourd'hui. Nous, on est une petite société, on fait principalement du flux. J'ai envie de dire, on ne joue pas vraiment dans la même catégorie. Nous, c'est vrai, il y a TF1, le groupe M6, Altice, France Télé, et c'est vrai que les clients ne sont pas nombreux, mais c'est comme ça. Donc nous, c'est vrai que l'offre, là, on fait beaucoup de développement pour les plateformes. On essaye un peu de s'ouvrir. C'est très nouveau pour nous. On a mis beaucoup de temps à s'y mettre. Mais encore une fois, je ne me sens pas tellement concernée puisque je fais du flux. Donc voilà. Merci beaucoup, M. Bailly. Sur la diversité de la production, ce que je voudrais signaler quand même, c'est que le marché de la production a quand même totalement explosé ces 20 dernières années, puisque le nombre de sociétés de production a plus de triplé en 20 ans. Aujourd'hui, bien sûr, suite à l'apparition des chaînes de la TNT, des plateformes de streaming, etc., des réseaux sociaux. Aujourd'hui, le groupe TF1 travaille avec énormément de producteurs très différents. Pour ce qui est de l'intégration justement de la filiale dont je m'occupe, TF1 Production, qui produit essentiellement, comme je vous l'ai dit, du flux, représente environ 13% des investissements du groupe TF1 en matière d'émissions de flux, donc c'est une partie reste minime, et il y a une volonté de travailler avec tous les acteurs de la profession. Et d'ailleurs, de toute façon, étant donné que TF1 Production est au service de l'antenne de TF1, il est situé au même niveau que tous les autres producteurs, c'est-à-dire il doit être à la fois performant et à la fois économiquement viable dans ses productions. Pour ce qui concerne la chronologie des médias, ce que je voudrais souligner particulièrement, c'est qu'il est important aujourd'hui de préserver la fenêtre gratuite, essentielle pour le grand public. Et il s'agit de trouver un accord qui permette aux acteurs nationaux qui financent fortement les films de préserver leur fenêtre. En ce qui concerne les accords qui ont été trouvés, notamment les accords interprofessionnels que TF1 a pu trouver avec les syndicats de producteurs. On a réussi à trouver un accord qui satisfasse tout le monde, un accord équilibré, qui soit gagnant-gagnant,
Évidemment, on est toujours très très ouvert à un dialogue permanent avec les sociétés de production pour pouvoir faire évoluer ces accords dans le bon sens, à la fois dans une économie meilleure et dans un investissement qui soit toujours plus fort pour pouvoir alimenter nos chaînes. Est-ce que je pourrais juste... Oui, mais allumez votre micro, Madame Laroche. Oui, je voudrais juste donner une information que nous avions faite lors de la possible fusion TF1 et M6, où on avait calculé la répartition production indépendante et production dépendante. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montrait que sur les cases stratégiques, c'est-à-dire l'Access et le Prime, globalement, elles sont quand même trustées par les productions internes des sociétés de diffusion. Je vous donne un exemple. Pour TF1 en Access, 90% de la production indépendante en 2016, 90% de la production était indépendante. En 2021, on était à 1%. C'est pire avec l'arrivée du troisième feuilleton. Et pour M6 en prime time, sur le flux, on était à 72 en 2016 et 54 en 2021. Donc je tempère un petit peu ce que disaient mes camarades. La production, en l'occurrence dépendante des chaînes, c'est un canal privilégié de conversation avec le diffuseur. C'est évidemment quelquefois des programmes qui sont moins risqués. Donc on assume, nous, producteurs indépendants, on travaille sur des programmes un petit peu plus risqués et les coûts réels des programmes sont arbitrés par des allocations entre l'antenne et les productions dépendantes un petit peu différemment. Voilà, c'était juste pour apporter ce petit complément d'information. Allez-y, M. Bailly. Même, attendez, hop. Allez. Pardon, vous m'avez entendu précédemment ou je dois répéter? Recommencez votre phrase, s'il vous plaît. D'accord. Non, Alexia parle ici donc d'œuvres patrimoniales. Et en la matière, puisque ce qu'elle appelle l'Access, donc la tranche qui est située entre 18h et 20h, concerne 2 feuilletons quotidiens qui sont ici, Tout commence, demain nous appartient. Je souhaitais souligner qu'on respecte totalement, évidemment, dans le cadre de nos accords interprofessionnels, la part d'indépendants qui est de 70% aujourd'hui dans le financement des œuvres patrimoniales. C'est tout ce que je souhaitais ajouter. C'est très clair. Merci beaucoup. Moi, je rajouterais qu'en ce moment, on a la meilleure boulangerie de France qui est produite par Alexia, qui est en access tous les jours sur M6. C'était le 1%. Allez-y, monsieur. Sur la première question, sur les actifs stratégiques, comme le disait Alexia, c'est évidemment pour les producteurs un sujet crucial, mais qui a été quand même traité dans les 2 dernières années par un certain nombre de dispositions, y compris dans les décrets et les accords interprofessionnels qui ont été passés, avec quasiment tous les diffuseurs. Un seul diffuseur hertzien actuellement n'a pas d'accord interprofessionnel avec la production patrimoniale. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est un sujet vital et qu'il va falloir regarder dans les mois qui viennent le résultat de ces mesures qui ont pu être prises. Sur la chronologie des médias, de notre côté, on n'a pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, on produit beaucoup de longs métrages, on produit à peu près entre 15 et 20 films par an, mais aujourd'hui, la chrono permet le financement et l'exploitation des films, mais c'est un sujet qui, c'est vrai, entre les chaînes payantes et les chaînes gratuites, reste sans doute un point qui n'est peut-être pas complètement réglé. Sur la question de la création, et Fabrice le disait, c'est vrai que du côté patrimonial, en tout cas, et du côté donc de la création patrimoniale, principalement la fiction, aujourd'hui, les diffuseurs et les plateformes n'ont d'autre choix, et comme le disait Guillaume aussi, que d'essayer d'avoir les meilleurs projets possibles. Et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui, même si certains groupes ont eu l'espoir de créer des champions de la production, dont ça paraissait assez logique, puisqu'ils ont malgré tout une part dépendante. Alors elle est aujourd'hui faite avec les feuilletons, par exemple, par Newen, pour TF1, ce qui est une logique et qui respecte totalement la réglementation. Mais par contre, dans l'ordre de ce qui est sur la question de la diversité de l'offre, leur intérêt, c'est pas de faire travailler spécifiquement leur filiale de production. C'est juste ce qui les guide, c'est juste essayer de trouver le meilleur projet qui va marcher le mieux possible. Et ce qui permet aussi, quand on voit le nombre de sociétés de production qui travaillent
en fiction, en documentaire, etc., pour les différents acteurs, que oui, il y a une structuration du paysage, c'est une structuration mondiale, c'est-à-dire que là où pendant longtemps il n'y avait que les États-Unis qui considéraient que l'audiovisuel et le cinéma étaient un art et une industrie, en France c'était globalement un artisanat et un art, et c'est vrai que c'est un mouvement mondial, mais que, et c'est très important à préciser, c'est que le système de réglementation français favorise le fait que des producteurs indépendants, quelle que soit leur taille, continuent de naître, de grandir, de devenir des groupes, de se vendre à des groupes, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est en réalité favorable à l'ensemble de l'écosystème. Et nous, on a besoin d'un service public qui ait un financement pérenne, qui soit fort. On a besoin d'éditeurs privés qui soient forts. D'autant que je pense malgré tout qu'on peut dire de façon très claire que cet écosystème chaîne historique, chaîne de la TNT, producteur, avance depuis très longtemps avec toutes les difficultés qu'on a pu traverser, malgré tout, de concert sur un chemin commun. Je pense que les plateformes américaines ont, elles, leur agenda et qui n'est pas celui-là. Sur la question de l'ARCOM, je crois que le système aujourd'hui fonctionne très bien, comme ça a été dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des décrets, on a ensuite des accords interprofessionnels qui permettent de trouver un point d'équilibre entre les besoins de chacun et qui fait que voilà, on trouve un point d'équilibre. Ensuite, ces accords interprofessionnels sont intégrés au conventionnement et l'ARCOM vérifie le système des obligations. Donc aujourd'hui, malgré tout, globalement, on est dans un système qui fonctionne et qui est vertueux. Merci beaucoup. C'est effectivement important. C'est que ces obligations en matière de production sont extrêmement importantes dans les conventions. C'est une partie, en tout cas, qu'il ne faut pas négliger. Monsieur le rapporteur, je vous donne la parole pour vos questions. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, merci de ces propos préliminaires qui présentent bien l'environnement économique dans lequel vous agissez. Moi, je suis un garçon beaucoup plus prosaïque et je m'intéresse au contenu de la télévision. Je vais commencer avec une question très générale. Qu'est-ce qu'une télévision de qualité, selon vous ? Alors là, je vais vous répondre. Je trouve que c'est des critères qui sont tellement subjectifs que c'est extrêmement complexe, d'autant qu'une télévision, il n'y a pas une télévision. On a aujourd'hui des télévisions. Quand il s'agit de TF1 ou d'une petite chaîne de la TNT, on n'en attend absolument pas la même chose. Alors, qu'est-ce que, en tant que citoyen, on peut attendre globalement de chaînes de télévision? Je pense qu'on attend de la création, du divertissement, de l'information et à l'intérieur de tous ces éléments, de la diversité et une forme d'objectivité générale et encore une fois qui va avec la diversité quand il s'agit de l'information, etc. Et après, si on parle de la création, je rajouterais juste parce que c'est un point sur lequel on est assez sensible chez Mediawan, c'est que, en tout cas dans les œuvres sur lesquelles on travaille, qui est d'essayer de faire que les sujets concernant l'ensemble de la diversité et des minorités, qu'elles soient visibles ou non visibles, soient progressivement dans nos œuvres patrimoniales de plus en plus présentes, afin qu'elles représentent, et c'est ça finalement ce dont il s'agit sur un certain nombre de programmes, qu'ils soient d'une certaine façon un miroir réel de ce que la France est aujourd'hui. Moi, je rajouterais qu'une télévision de qualité, c'est une télévision qui soit diverse, diversifiée et qui sache aussi rassembler. C'est un peu une des fonctions du groupe TF1, c'est de savoir rassembler les Français autour de grands événements, par exemple, comme les événements sportifs, comme de grands divertissements aussi, comme de grandes fictions, qu'elles soient la plupart du temps patrimoniales. Et c'est pour moi une des définitions de la qualité de la télévision aujourd'hui. Je rebondis, je pense qu'on est dans une démocratie, donc plus
la télévision reflète l'expression de tous et l'identification de tous, qu'elle soit individuelle ou familiale par l'écoute conjointe. C'est bien, nous, producteurs et de flux et de fiction, on a besoin de cette diversité. Ça nous permet de produire pour toutes les chaînes, pour tous les publics, pour tous les types de contenus, que ça soit du divertissement, que ça soit de la télé-réalité, que ça soit des magazines d'information. Je pense que tout ça est très important pour nous. Et c'est vrai qu'il y a une concentration, comme on l'a dit précédemment, des chaînes de télévision. Probablement que l'arrivée des streamers nous a apporté un petit peu d'air aussi dans le genre de programme qu'on pouvait proposer. On pense par exemple à des fictions de genre qui n'étaient pas diffusées sur les antennes plus traditionnelles. Et puis après, il faut quand même aussi parler un petit peu du public qui est devant sa télévision. Comme vous le savez, il est vieillissant. La moyenne d'âge vieillit de chaîne en chaîne. Donc, ce n'est pas exactement le même type de programme qu'on propose à un public qui vieillit. Et il faut quand même souligner que l'arrivée des chaînes d'information a été aussi très important pour ce public-là. Et on voit qu'elles ont doublé leur audience en quelques années. Et c'est probablement dû à ça. Oui. Alors moi, idem, nous, chez Bongoumi, pareil, c'est important pour nous la qualité de nos programmes sont extrêmement importants. On préfère moins produire et mieux produire. Mais après, je pense qu'effectivement, tout ça est quand même très subjectif. Je pense qu'il y a aussi plusieurs publics. Il y a des publics divers qui ne s'intéressent pas aux mêmes choses. Je pense qu'il y a des émissions où il n'y a aucun croisement de public. Je ne sais pas si je suis claire, mais il y a plusieurs publics, ça j'en suis convaincue. Et ce qui est important pour nous, je parle encore pour un point de vue personnel, je pense que c'est donner du sens à ce qu'on fait, informer, être utile, je pense que c'est important aussi, divertir et tout ça intelligemment. Enfin, c'est un peu notre feuille de route, nous, chez nous. Une télévision de qualité, c'est une télévision gratuite, je le redis. Donc je pense que c'est quand même une spécificité importante des groupes qui sont présents là, qu'il faut protéger, parce qu'on l'a vu l'an dernier, il y a sur la publicité, il y a eu des trous d'air. Il y a certains pays, nos voisins, où la publicité en télévision a énormément baissé. Et on a une nouvelle concurrence, que ce soit pour finalement l'attention de nos téléspectateurs, mais aussi sur le domaine publicitaire. Et donc, de ce point de vue-là, il convient de préserver une télévision gratuite de qualité. Alors après, de qualité, encore une fois, c'est très subjectif. Nous, c'est vrai qu'on s'est beaucoup construit sur l'innovation. Donc, quand vous avez une émission comme Qui veut être mon associé hier, je pense que c'est quand même un ovni télévisuel où on peut parler d'économie, on peut parler de plein de choses, d'entrepreneuriat, d'énergie positive. Et donc, c'est vrai qu'on essaye toujours, dans le groupe M6, de préserver cette notion d'innovation dans la télévision, et ceci dans tous les genres. Merci. J'entends dans vos réponses donc en particulier le souci de diversité et de fédérer, en particulier pour TF1. On a un ennui, si j'ose dire, c'est que le rapport de l'ARCOM concernant la représentativité de la télévision souligne que 74% des personnes mises en scène ou visibles à la télévision appartiennent à des CSP+, et que ça représente 28% de la société en réalité. Est-ce que c'est un sujet que vous traitez, que vous avez une stratégie pour essayer de proposer des produits qui permettent de modifier ces déséquilibres? Alors, je vais peut-être prendre la parole. En l'occurrence, je produis des programmes qui mettent en avant des Français, qui représentent l'intégralité de la société française. Je pense à Koh-Lanta, je pense à Miss France, et je pense aussi à des programmes qui mettent en avant la diversité de certaines minorités comme Drag Race, qu'on fait pour France Télévisions. C'est en l'occurrence les chaînes et nous, producteurs, nous sommes associés à cette représentativité. Il n'y a pas de... Évidemment, c'est le public qui nous regarde, donc on cherche à coller à notre public. Et je trouve que justement, les chaînes, qu'elles soient privées ou publiques, sont extrêmement vigilantes sur ce point-là. Bon, je rebondis sur ce que vient de dire Alexia. TF1 est vraiment engagé en faveur de la représentation de la diversité dans ses programmes.
en renforçant l'exposition de la diversité et de la richesse de la population française via le casting, issu de tous les milieux sociaux, d'origine et d'âge variés et en situation de handicap. Ça se voit particulièrement d'ailleurs dans nos feuilletons quotidiens, que ce soit Ici tout commence ou Demain nous appartient, qui mettent en avant des personnages issus de la diversité, des fictions événements aussi sur le handicap, comme le lycée Toulouse-Lautrec, Handigang ou bien les Bracelets Rouges. Sur les divertissements, je rebondis sur ce que disait Alexia, on a un casting des divertissements qui est toujours plus représentatif de la diversité de la société. Pour parvenir à tout ça, le groupe TF1 a pris de nombreux engagements auprès de l'ARCOM, dont certains se répercutent sur le producteur. On sensibilise chaque année les sociétés de production d'émissions de magazines, de jeux de divertissement et de télé-réalité produites par le groupe TF1 sur la nécessité d'offrir une meilleure représentation de la diversité au sein de ces émissions. Les conventions de développement des fictions françaises de TF1 intègrent aujourd'hui une clause au sein de laquelle, en cas de mise en production, le producteur s'engage à proposer aux diffuseurs un casting comportant notamment des comédiens représentant la diversité de la population française. Donc, chez le groupe M6, les engagements aussi sont importants. On en a parlé. Dans la fiction aussi, nous avons des engagements spécifiques sur un casting, ou en tout cas une représentation de la diversité importante. On a, au travers de magazines d'information, de nombreux métiers qui sont couverts, de nombreux métiers qui sont présentés, pas que des métiers de CSP+. On a des émissions emblématiques comme L'amour est dans le pré, je crois, ou des documentaires qu'on a pu faire sur, par exemple, le monde agricole, donc qui montrent aussi la diversité des métiers et puis des situations particulières qu'on peut connaître. Voilà, donc c'est un souci permanent. Nous sommes aussi, M6, la chaîne la plus jeune du paysage audiovisuel français, à part Gulli. Et donc c'est vrai que vis-à-vis de notre public, je dirais même sans obligation, nous avons l'obsession permanente d'être le reflet de notre public. Et donc vous pouvez le voir dans les fictions, vous pouvez voir dans les fictions quotidiennes. Il y a ce souci de diversité, de parité, de mise aussi en avant de certains handicaps, visibles ou non visibles. Et ça, vraiment, c'est à titre personnel aussi, une ambition très très forte et permanente que nous avons sur les castings de nos différentes émissions. Moi, je vais avoir une position un peu plus partagée. C'est vrai que je peux vous énumérer tous les programmes produits par Media One en fiction, en documentaire, en flux, sur lesquels les sujets de minorité, de diversité sont présents. Maintenant, je pense que si on prend deux éléments, c'est qu'un, on prend l'élément que vous donnez, celui de l'ARCOM, qui en plus est le même depuis très longtemps. Et si on regarde les chaînes de télévision aux États-Unis ou en Angleterre, on voit qu'il y a une différence très importante. Donc, à cet endroit-là, nous, Media One, et je pense que c'est un sujet dont on doit s'emparer collectivement. Il n'est pas facile parce que, effectivement, pour les chaînes privées, il y a des enjeux d'audience, donc de recettes publicitaires. Il ne faut pas se cacher les choses. Tout ça est évidemment fondamental. On ne peut pas à la fois dire on a besoin d'acteurs privés forts, mais de l'autre côté, qui soient prêts à ne pas faire d'audience. On sait que voilà, les choses sont corrélées. Mais on voit bien aujourd'hui qu'en France, ce jump, et qui est tout simplement celui qui peut se jouer à la fois sur la question des minorités visibles, mais qui est celui de la discrimination positive, mais qui pourrait se jouer sur beaucoup d'autres questions de la diversité de la société française à l'écran, on n'est pas au rendez-vous. Voilà, moi je dis on n'est pas au rendez-vous, c'est vrai. Et donc je pense qu'on doit... C'est une question, voilà, on le doit à la société. On ne peut pas à la fois dire on est le reflet de la société française et s'apercevoir à un moment de façon objective qu'on ne l'est pas complètement. On l'est, mais on ne l'est probablement pas assez. Et je pense que c'est un sujet dont on doit s'emparer collectivement. Jean-Jacques Gauthier, je vous donne la parole et puis monsieur le rapporteur reprendra la parole juste après. Merci, Président. On a rappelé l'importance de la production indépendante dans la création et donc dans une télévision de qualité. On a beaucoup de producteurs indépendants, mais on observe, ça a été rappelé, un phénomène de consolidation, concentration dans la production indépendante. On a effectivement une concurrence accrue des plateformes avec une augmentation des coûts d'acquisition
et de production, des investissements massifs dans des programmes qui sont amortis au niveau mondial. Et puis on a aussi en parallèle des difficultés parfois d'accès au contenu, que ce soit dans la fiction ou même dans les programmes sportifs aussi. Alors tout ça génère, je l'ai dit, des phénomènes de concentration, parfois avec des capitaux extra-européens. La question qui est souvent posée, c'est comment concilier effectivement ces capitaux extra-européens et une gouvernance française, parce que derrière, on a la question des crédits d'impôt, des aides du CNC, des aides régionales. Donc, comment garantir cette indépendance sans être majoritaire au niveau du capital? En grande partie à moi. Moi, je dirais que MediaOne est un groupe français. C'est une réalité juridique qui a été confirmée par le Centre national du cinéma et par l'autorité de la concurrence. Nous sommes une entreprise française avec un contrôle français entre les mains de ses 3 cofondateurs qui sont Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, et qui payent tous leurs impôts en France, ainsi que MediaOne. Il y a 3 ans, on a fait le choix de sortir de la bourse et de faire appel à des investisseurs identifiés parce que nous voulions justement renforcer ce contrôle au travers de ces 3 fondateurs et donner aussi à la création française et européenne les moyens de ses ambitions. Les financements sont venus du monde entier, des États-Unis, d'Europe et d'autres fonds français. Tout ce que nous gagnons, nous l'investissons dans la création. Rien n'est reversé aux actionnaires. C'est au service de nos talents et du rayonnement de la culture française. De notre point de vue, à travers le système de contrôle que j'ai évoqué, qui encore une fois qui est juridiquement valide à 100%, c'est un système extrêmement vertueux auquel nous croyons énormément et dont on peut constater, pourvu que ça dure, le succès. Cette stratégie est en cohérence totale avec les combats portés par le groupe, puisque, pour rappel, MediaOne a été extrêmement actif dans le combat pour faire participer les plateformes SVOD américaines à l'exception culturelle française, à maintenir un équilibre dans les rapports producteurs-diffuseurs, à protéger la propriété intellectuelle des œuvres, à maintenir des systèmes d'aide vertueux et attractifs pour la profession, et à investir dans le déploiement de formations et de studios en France qui soient attractifs pour l'ensemble de la profession et l'ensemble de l'écosystème. Alors oui, c'est vrai, on a la chance d'avoir des investisseurs de premier plan chez MediaOne. Notre actionnariat est composé essentiellement du fonds d'investissement KKR, de la BPI, donc de l'État, de la MACSF et de nos 3 cofondateurs, ainsi que de certains producteurs du groupe. Je n'ai pas l'exacte proportion en tête, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on respecte à 100% la juridiction française et que, à mon sens, l'activité du groupe MediaOne est aujourd'hui extrêmement favorable à la création et à l'écosystème de la production en France. Allez-y pour une relance, Monsieur Coutier. Oui, bon, je me félicite de ces précisions et en tout cas, on est fiers d'avoir des champions français, effectivement. Je pense que c'était important que vous puissiez préciser ces questions parce qu'elles sont souvent posées quand on parle de production indépendante et notamment de MediaOne. Une question plus générale sur les programmes de flux qui concernent beaucoup d'entre vous. Les programmes de flux ont souvent de gros succès d'audience. Moi, j'avais des chiffres qui représentaient 40% d'audience et 30% de l'offre. Alors, comme il n'y a pas d'aide du CNC et pas de valeur patrimoniale et donc pas d'aide du CNC, comment éviter une certaine forme de risque de glissement et de baisse dans les investissements, dans les programmes de flux au niveau des éditeurs? D'abord, je crois qu'il y a aussi une question d'offre. Aujourd'hui, si vous regardez,
Pour ce qui concerne les grands groupes éditeurs, il y a une raréfaction. Il y a eu quelque temps des séries américaines qui étaient diffusées. Il y a une raréfaction parce qu'on a des acteurs mondiaux qui ont des plateformes de distribution directe, donc peut-être pour le bien en tout cas de la création française, mais il y a une raréfaction des produits américains. Et il y a énormément de créations françaises qui sont apparues et aussi de flux. Donc aujourd'hui, si je prends un titre d'exemple, la chaîne M6, il y a plus de flux et de magazines d'information qu'il n'y en avait il y a 4 ou 5 ans. Donc on ne sent pas, en tout cas dans la demande de la part des chaînes, une raréfaction ou une baisse de la demande des flux. On voit aussi que les plateformes, je veux quand même insister là-dessus, leur prochain mouvement, ils ont fait énormément de fiction, mais leur prochain mouvement, c'est aussi le flux. Un programme comme Popstar, qui avait fait les beaux jours d'M6, sera prochainement sur une plateforme américaine qui fait aussi de la distribution et produit par ma voisine. Donc voilà, je crois que la concurrence va aussi arriver sur le flux et charge à nous de résister dans cet univers concurrentiel. Alors, je vous remercie d'avoir soulevé que le flux n'était pas protégé, contrairement à la fiction, et que donc c'est un secteur beaucoup plus en risque que le secteur de la fiction. J'en veux pour preuve que les investissements, alors en effet c'est vrai, il faut reconnaître les investissements sont quand même assez conséquents, que ce soit sur les chaînes linéaires que sur les streamers, qui ont vu dans le flux une manière justement de payer un peu moins cher des programmes parce qu'on est moins cher que la fiction. Et plus rapidement produisible. Néanmoins, je voulais quand même souligner que les négociations avec nos camarades restent difficiles. Je parle de nos camarades historiques. Quand même, le rapport de force est largement en leur faveur et les prix de vente ne sont pas en hausse, alors que nous assumons seuls l'inflation et aujourd'hui l'augmentation des techniciens. Par ailleurs, alors même si on le comprend et on est solidaire aussi de leurs difficultés, on s'est aligné verticalement sur une extension des droits, que ce soit la VOD, la SVOD, la Multidis, la FAST, sans automatiquement des rémunérations complémentaires. Donc, très sincèrement, nous, on a une baisse de nos marges très forte sur le flux. Qu'on parle de chaînes historiques et qu'on parle de streamers, c'est encore un autre cas. Donc, en effet, nous produisons du flux pour les streamers, mais comme vous devez le savoir, les streamers ont un mode de fonctionnement qui est particulier puisqu'ils captent quasiment l'intégralité des droits, à l'exception de marques qui les ont précédés, en l'occurrence Popstar, ou parce qu'aussi on est un groupe puissant, on a réussi à garder nos droits. Le démarrage des conversations, il faut le savoir, ils considéraient qu'à partir du moment où ils relançaient la production, ils devenaient propriétaires de l'IP. Donc, on a défendu nos droits. Néanmoins, le cas de figure le plus commun, et alors, comme nous ne sommes pas protégés par leurs engagements en faveur de la production indépendante, c'est qu'ils captent les droits. Et dans ces cas-là, vous avez une rémunération fixe qui est maximum de 10% du prix de production, en sachant que 10%, il y a énormément d'exclusions à cela. Donc, c'est des montants qui sont corrects, mais qui couvrent, pour certaines sociétés, à peine leurs frais généraux. Donc, le flux est souvent une variable d'ajustement aussi, il faut le dire. Moi, j'ai déjà vu des chaînes, quand elles perdent, quand l'équipe de France perd une Coupe du Monde, voilà, les droits du sport sont tellement chers que, comme ils ont des engagements sur la fiction, eh ben, c'est le flux qui paye un peu l'addition de ces déceptions. Merci. Voilà une question, un débat et des réponses qui intéressent énormément l'administrateur du CNC que je suis aussi. Monsieur le rapporteur. Merci. Je vais essayer de reprendre le fil de la question de la qualité, de la représentativité et de la diversité. Madame Laroche-Joubert, vous avez donné l'exemple de différents programmes mettant en scène disons des classes populaires ou non CSP+, puisque c'était mon angle. Vous m'avez donné Miss France, Les Marseillais, Koh-Lanta. Est-ce que ça n'est pas une vision un peu stéréotypée des classes populaires que vous proposez avec ces émissions ? Je n'ai pas donné Les Marseillais qui ne sont plus en diffusion. Je vous ai donné des exemples de représentativité de l'ensemble de la population. Après, si vous parlez de... je sens bien que vous essayez un peu d'aller vers la télé-réalité. Ce ne sont pas...
On a souvent dit que je vais aller directement dans le sujet où vous voulez aller. On a souvent dit que dans la télé-réalité, les femmes, et il y avait du sexisme ou une représentativité erronée de la femme. Je vais juste vous dire un truc très simple. Dans la télé-réalité, les femmes sont ultra puissantes. C'est-à-dire que celles qui décident d'aller dans ces programmes-là et qui en deviennent les héroïnes gagnent extrêmement bien leur vie, parlent haut et fort, et donc elles sont aussi respectables que d'autres femmes qui sont présentées dans d'autres programmes. Et c'est très important parce qu'on les a soit victimisées, soit un petit peu humiliées et rabaissées, et je ne trouve pas ça correct. Donc la télé-réalité est un mouvement que j'ai initié il y a à peu près 20 ans, et je pense que justement ça a contribué à la représentativité d'une jeunesse qui, je vous le rappelle, quitte la télévision, et c'est très important de maintenir ce type de programme au regard aussi d'autres programmes, mais voilà, ça s'adresse à cette population qui est un petit peu plus jeune. On travaille beaucoup avec nos camarades du groupe M6, principalement sur W9, sur ces tranches-là, et je pense que c'est important. Peut-être aussi, je pense que je vous invite à regarder par exemple Zone interdite de ce dimanche. J'en lis le titre, c'est Employés, précaires, fonctionnaires, la France qui travaille mais qui galère. Donc on va aussi, je pense que le magazine d'information et le documentaire ont cette vertu qui nous permettent de parler aussi de toutes les Frances et pas uniquement des CSP+, et même de mettre en lumière certains problèmes de société qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et je voulais parler peut-être des femmes. Pardon, c'est un combat personnel. Ce matin, je signais la charte contre justement Stop au sexisme. Je suis membre de PFDM. En 4 mois, j'ai nommé 2 femmes à la tête de sociétés du groupe. Sur Miss France, j'ai quasiment enlevé tous les critères de sélection. Sur Koh-Lanta, que j'ai produit pendant 7 ans, nous sommes quasiment paritaires, c'est-à-dire qu'il y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui gagnent ce concours. Et il y a même, en l'occurrence, une femme de plus de 50 ans qui l'a gagné il y a quelques années. Sur le 28 minutes, qui est un autre genre de programme que nous produisons, c'est Elisabeth Quint, qui est aux manettes. Hélène Manarino, qui est une animatrice de TF1, nous l'avons accompagnée pour son premier prime time sur l'antenne de TF1, et nous travaillons avec des femmes réalisatrices. Nous sommes l'un des rares producteurs à faire travailler une femme qui s'appelle Patricia Raymond-Desanges sur des prime time en multicam, sur La Carte au Trésor et Fort Boyard. Monsieur le rapporteur. Merci. Je salue le volontarisme et manifestement les résultats qui l'accompagnent en matière de représentation des femmes. Mais ma question portait sur les CSP, les catégories socio-professionnelles. Donc j'espère qu'un jour, le même genre de volontarisme s'emparera de vous et qu'on verra autant de personnes issues de ces CSP et non pas des CSP+. Si ça marche. Juste un mot sur ce sujet-là. Il y a un moment, on parle effectivement de la télévision. Quand on parle de la télévision, on parle aussi de la création, de la fiction, du cinéma. Et à un moment, je ne pense pas que... Je pense que cette représentation, elle est importante. Je pense qu'elle est en partie présente dans la fiction et dans le cinéma. Elle l'est plutôt beaucoup dans le documentaire. Mais à un moment, la création, c'est la création. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne suis pas certain qu'une chaîne de télévision soit là pour dire qu'un programme de création doit être guidé par tel ou tel sujet. Alors après, la question de la représentativité, oui, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on n'est pas encore au rendez-vous et on doit l'être. Mais encore une fois, je pense que, en tout cas, c'est des sujets qui ne sont pas obligatoirement à mélanger avec ceux de la création. Merci. Puisqu'on a évoqué la télé-réalité, c'était pas forcément mon intention de commencer par là, mais est-ce que vous pouvez m'indiquer si ces programmes, vos émissions d'une manière générale, sont scriptées? Scripté, c'est-à-dire que fictionné? Pardon. Oui, effectivement, excusez-nous, mais la technologie à l'Assemblée nationale est un peu ancienne et on ne peut pas
tous parler en même temps. Oui, c'est ça, scénariser. Est-ce que vous identifiez les profils qui devraient gagner pour que l'émission puisse être la plus utile ou la plus rentable plutôt? Voilà, dans l'ensemble de vos émissions d'ailleurs. Alors, j'essaie de comprendre le fonctionnement. Alors déjà, la télé-réalité, en 20 ans de sa création, puisque c'est arrivé en 2001, il y a une multitude de télé-réalités. Il y a des télé-réalités d'enfermement, il y a des télé-réalités de factual. On pourrait même dire que le zoo qui a été produit sur le service public est une forme de télé-réalité, puisque ça se passe dans un seul lieu. Voilà. Donc non, nous ne scénarisons pas. C'est le propre de la télé-réalité, c'est-à-dire que c'est une réalité qui est transposée à la télévision. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne se connaissent pas, en général. Alors, il y a des réalités où ils se retrouvent, mais c'est des gens qui, a priori, ne se connaissent pas. Et donc, ce ne sont pas des comédiens, comme vous le savez. Et je pense que Thomas le sait parfaitement, lui qui travaille très souvent avec des comédiens. Donc, ce ne sont pas des comédiens, il n'y a pas de scénariste, nous n'avons pas de dialogue, nous n'avons pas d'écriture, de rebondissement. Ce que nous pouvons donner dans des réalités très spécifiques, qui ne sont pas, par exemple, des programmes tels que des jeux d'aventure ou des choses comme ça, c'est ce qu'on appelle, nous, des stimuli. C'est-à-dire qu'on crée une situation et on voit comment ces personnes réagissent. Voilà. Mais on ne peut pas savoir comment elles vont réagir. Elles sont complètement libres de leurs pensées, de leurs mouvements et de leurs actions. S'il y a d'autres interventions... Moi, on ne produit pas de télé-réalité, donc en l'occurrence, je ne veux pas... Bon, pas d'autres... Vas-y. Non, mais la question porte du coup sur l'ensemble l'ensemble des divertissements et jeux d'une manière générale. De flux n'est scripté sur TF1 et je rejoins exactement ce qu'a dit Alexia. Non, alors, je reprends la parole. Mettez le micro, Mme Rachel. Voilà, ça y est, c'est bon. Je reprends la parole, et ça, c'est très important. On produit une émission qui s'appelle Koh-Lanta, on en a parlé précédemment. Ça fait de nombreuses années, on en est à la 24e édition. Le respect de l'équité est essentiel. C'est un jeu d'aventure. On ne sait pas qui va gagner au moment où les, on va dire, 18 ou 24 candidats rentrent sur l'île. Et je pense que vous le sauriez, parce que vous imaginez comme cette émission est scannée, regardez s'il y avait eu, en l'occurrence, une manipulation de la part de l'éditeur du programme ou de son producteur. J'allais ajouter exactement la même chose, c'est que beaucoup de téléréalités, alors on peut les définir, mais ont pour fondement un jeu. Pékin Express est un jeu, si on dit que c'est une télé-réalité, et donc il y a un règlement de jeu, il y a des sommes en jeu, et il y a des huissiers pour vérifier que tout se passe bien. Donc on est évidemment très respectueux du code du jeu, et donc il n'y a pas de script ou de manipulation, ce serait encore pire. Et le propre aussi, justement, de ce genre de programme, c'est que le téléspectateur, tout comme nous, soit surpris par qui va gagner. Il n'y a pas d'intérêt économique à faire gagner quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Merci. Concernant les relations des éditeurs avec l'ARCOM, vous produisez des émissions qui sont susceptibles d'être... faire l'objet de remontrances, disons c'est comme ça, par l'ARCOM. Comment en êtes-vous informé quand cela arrive? Est-ce que parmi les émissions que vous avez produites, c'est le cas? Comment en êtes-vous informé et quels échanges cela suscite entre l'éditeur et vous? Je n'en ai pas l'expérience, donc je ne peux pas vous répondre. Vas-y, pardon. Au niveau de... Vous m'entendez? Oui. Au niveau de TF1 Productions, l'ARCOM est intervenu en 2023 suite à la diffusion d'un magazine 90 enquêtes sur TMC en février, à la suite en fait d'un floutage d'une personne qui s'était malgré tout reconnue. Donc l'ARCOM nous en a informé. Aucune sanction n'a été mise en place, pas de mise en garde, pas de mise en demeure. Il a été relevé par l'ARCOM que des éléments destinés à protéger l'identité du plaignant avaient été mis en place. Et en conséquence, ce qu'on a fait, c'est que pour les prochaines diffusions, des mesures de floutage supplémentaires ont été néanmoins appliquées. Il n'y a pas eu d'autres
d'autres interventions de l'ARCOM dans les émissions de TF1 Production. Avec le micro, pardon. On a eu quelques interventions, vous devez le savoir, entre autres pour TPMP. On a eu aussi une intervention sur Fort Boyard, sur la cellule capitonnée en 2017. On a retiré cette cellule et on a eu quelques... Alors je pense que c'était juste une information sur Lego Master, sur l'utilisation du terme Lego. Donc, au niveau des sociétés de production de M6 interne, on n'a eu aucune mise en garde ou mise en demeure l'an dernier. Même pour Studio 89, il n'y en a pas eu depuis 2018. Donc, l'intégration, je pense aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la maîtrise éditoriale, hein, elle est quand même très importante, donc elle permet cela. Et comment cela se passe? Il peut y avoir l'ARCOM qui intervient, et dans ce cas-là, je dirais là, je me place en tant que diffuseur, on va avoir un dialogue avec la société de production pour faire les modifications qui permettent de répondre à ces demandes. En général, on répond déjà aux questions qu'on peut avoir sur une situation particulière. Et puis, si besoin, soit on modifie le mode de production, soit on modifie même le programme lui-même. Mais voilà, les actions correctives sont menées rapidement. Je prends la parole. Alors, nous, à notre connaissance, nous n'avons eu aucune mise en garde ou de mise en demeure de la part de l'ARCOM. Donc, voilà. Je me permets de vous relancer, Madame Laroche-Joubert. Vous nous avez donné les motifs des remontrances de l'ARCOM. Vous ne nous avez pas expliqué ce que ça avait pu susciter comme échange entre l'éditeur et vous. Alors, je peux vous parler de ceux où j'étais présente, en l'occurrence Fort Boyard. Donc, Fort Boyard, nous avons eu des échanges. À l'époque, j'étais à la tête de la société qui produit Fort Boyard. Donc, nous avons eu des échanges avec France Télévisions. On a décidé d'enlever la cellule pour être sûr de ne pas choquer certaines associations qui y voyaient une signification qui n'était pas celle auquel on avait pensé. Donc voilà, sur Lego Master, je n'étais pas non plus à la tête du groupe à ce moment-là, donc je ne sais pas. Peut-être que toi, tu sais. Oui, le logo a été changé dans la saison 2. Le mot Lego n'est prononcé que dans le titre. Et si vous regardez le programme, vous verrez que le mot brique en place. Voilà, on a suivi, on va dire, des indications pour justement répondre à ce qui nous avait été posé comme question par rapport à l'utilisation du mot Lego, qui est un mot qui est rentré dans le langage courant, mais qui en tout cas n'est pas utilisé dans l'émission pour qu'il n'y ait pas de confusion. Un exemple plus précis, la chaîne C8 a été condamnée à 3 millions d'euros d'amende, car Cyril Hanouna s'en est pris à un député. Or, vous distribuez TPMP, Banijé, je crois. Et vous êtes producteur, voilà. Dans ce cas précis, 3 millions d'euros, c'est, je crois, le record des sanctions prononcées par l'ARCOM. Quel genre de réaction cela suscite au sein chez l'éditeur, et est-ce qu'il y a un retour chez vous pour que les choses soient rectifiées? Y a-t-il une procédure, quelque chose? Voilà, comment ça s'est passé? Alors, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas en poste à cette époque-là. Comme vous le savez, l'ARCOM condamne un éditeur, donc c'est l'éditeur qui s'acquitte des sommes à payer. Après, je ne sais pas ce qui s'est dit exactement entre la chaîne et le producteur direct du programme, c'est-à-dire H2O. Voilà, donc en revanche, ce à quoi je peux assister depuis ma nomination, c'est qu'il n'y a eu aucune alerte ou intervention de l'ARCOM sur des faits depuis septembre, que l'antenne, dans sa prise de position, enfin en tout cas Cyril Hanouna, dans sa prise de position suite aux événements du 7 octobre, a justement plutôt été célébré par beaucoup de gens, et que voilà, il y a des gens qui l'ont rejoint autour de la table, que ce soit Ségolène Royal, Pascal de la Tour du Pin, enfin voilà, des gens qui sont respectés, et pour certains avec une carte de presse.
Donc vous me confirmez qu'il n'y a aucune espèce de procédure particulière mise en place par la production pour s'assurer que ça ne se reproduise pas? Alors ça, en fin de compte, je vais étendre ce sujet-là plus globalement à la manière dont la relation se fait entre un éditeur et un producteur dans le cadre des respects de la réglementation. Vous le savez, il y a différents types de production. Il y a ce qu'on appelle des productions qui sont enregistrées et des productions live. Je pense que mes camarades Mangomi pourront aussi l'attester. En tout cas, sur les productions qui ne sont pas en live, dans ces cas-là, à n'importe quelle étape de la production, que ce soit le développement le développement éditorial, le tournage et la post-production, on travaille en concertation avec les éditeurs qui eux-mêmes ont un service dédié pour cela. Et en live, en général, nous avons quelqu'un présent, souvent en régie de la chaîne, qui s'assure du respect de la réglementation. Merci. Comment vous réagissez ou vous réagiriez, puisque c'est un fait qui précède votre entrée en fonction à Banijay apparemment, quand vous découvrez, ou si vous deviez découvrir qu'à nouveau, par exemple, l'émission de Cyril Hanouna pouvait inviter des faux policiers de la Brave, tout en sachant qu'ils n'étaient pas des vrais policiers de la Brave M et les présenter comme tels? Quel genre de sanctions vous êtes prête à engager dans un cas comme celui-là? Je ne vais pas parler du passé, je verrai si ça se présente à moi. Je crois qu'ils se sont exprimés largement là-dessus, le producteur en l'occurrence également. Je crois d'ailleurs que ça a été raconté sur France Télévisions. Voilà, donc je n'ai pas à m'exprimer sur une affaire qui n'est pas de mon ressort au moment où je n'étais pas, moi, à la tête de la société. Au risque d'être désagréable, vous venez de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, y compris sur les questions que vous ne jugeriez pas pertinentes. Donc si un tel cas se reproduisait, quel genre de sanctions vous prendriez? Parce que vous êtes en responsabilité, madame. Alors déjà, il y a un organe qui s'appelle l'ARCOM, qui est là justement pour sanctionner. Donc je vais laisser à cet organisme, cet institut qui est donc là pour ça, de s'exprimer. Quant à moi, je pense qu'il y a des moments où il peut y avoir des erreurs de jugement ou d'appréciation. J'essaierai déjà de comprendre le pourquoi du comment on en arrive là. Et je pense que suite à cet événement-là, le producteur d'ailleurs l'a dit, il s'en est excusé et il a peut-être agi ou vérifié différemment voilà, qui est rentré sur son plateau. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu d'événement qui se soit reproduit de cette nature-là depuis. Avez-vous des éléments matériels qui vous laissent penser que ça ne peut pas se reproduire parce qu'il y aurait une procédure robuste qui vous laisse penser que ce genre d'erreur, si c'est une erreur, ne se reproduirait pas? Je pense que les équipes qui sont en place à la tête de TPMP sont extrêmement conscientes de la vérification des informations. Ils ont probablement été induits en erreur. Après, c'est un travail main dans la main avec l'éditeur de programme. Comme je vous l'ai dit, il y a quelqu'un aussi qui est au courant à la fois des sujets qui sont traités et à la fois pendant le direct. Donc, il y a peu de raisons que ça se reproduise. Est-ce que les contrats que vous passez avec les éditeurs prévoient qu'ils puissent se retourner éventuellement contre vous dans un cas de cette nature ou d'un rappel à l'ordre de l'ARCOM? 3 millions d'euros, ça reste une somme relativement conséquente, même pour une chaîne de télévision. Dans nos contrats, il y a un engagement à respecter évidemment ce qui est mis en place dans la réglementation. Après, c'est la chaîne qui est en l'occurrence responsable de son antenne. Donc, à ma connaissance, mais peut-être que je n'ai pas la connaissance de tous les contrats, mais je ne crois pas que ça soit mis dans nos contrats. Mais peut-être que mes camarades de TF1 d'M6 peuvent répondre.
sais qu'il y a une notion, en tout cas, je ne sais plus si c'est de jouissance paisible, enfin, en tout cas, d'exploitation paisible et réglementaire. Donc, cela peut en faire partie. Donc, en effet, nous devons être en mesure de diffuser un programme dans des conditions satisfaisantes. Je le redis, la responsabilité est celle de l'éditeur, donc nous l'assumons. Et en particulier, nous, côté, enfin, je pense dans tous les grands groupes, on a des comités de visionnage et des services juridiques qui vérifient en amont voilà, ce que le producteur nous fournit. Donc voilà, on fait en tout cas, on a énormément de modes de contrôle, que ce soit pour de la signalétique, que ce soit pour des questions juridiques, pour des questions d'identité. Voilà, tous les sujets sont revus chez nous, puisque nous sommes éditeurs responsables de ce qui peut se passer à l'antenne. Sans paraphraser ce que vient de dire Guillaume, on a une équipe de conformité antenne qui s'assure que les programmes respectent toutes les contraintes en matière de protection du public, d'éthique, et qui applique au programme la signalétique évidemment adaptée, et qui travaille en étroite collaboration avec les sociétés de production dès le début des projets et jusqu'à la diffusion pour assurer que les règles de protection édictées par l'ARCOM dans les conventions des chaînes et éclairées par ces divers avis et recommandations soient respectées. Ça nous arrive tout le temps de flouter, d'enlever des plans, c'est vraiment un travail régulier, quotidien qu'on fait avec l'éditeur. Et on peut avoir des allers-retours. Quand on a des doutes, dans ces cas-là, nous, producteurs, on les appelle et on leur demande aussi conseil. Donc voilà, c'est un échange vraiment, pour le coup, constant et régulier. Une question pour Madame Bernard. Je reviens sur une séquence qui avait fait beaucoup réagir, une séquence où deux influenceuses avaient été, disons, humiliées pour leur prise de position en faveur ou contre la réforme des retraites au mois de février de 2023. Elles avaient été stigmatisées d'une façon assez sexiste. Comment réagit la maison de production devant une chronique de cette nature, et est-ce que elle laisse filer tout simplement, ou comment ça se passe? Le lendemain de l'émission, on appelle le directeur, on fait quoi? Alors, on n'a eu aucune mise en demeure concernant cette séquence en particulier. On n'en a eu aucune. Ça n'était pas la question. J'ai dit qu'elle avait suscité beaucoup de réactions. En l'occurrence, je n'ai pas parlé de mise en demeure. Alors moi, je ne fais pas du tout partie de la rédaction. Ils en ont probablement parlé ensemble, mais je n'ai pas la teneur des discussions. D'accord. C'est un peu dommage venant d'une société de production qui évoquait un fort impact social, ou une ambition d'avoir un fort impact social. Mais c'est intéressant de voir que, effectivement, en dehors d'une saisine éventuelle de l'ARCOM, vous ne vous penchez pas sur des cas comme cela. Une question globale qui se pose pour n'importe quel téléspectateur, c'est le sentiment d'avoir affaire à des programmes qui sont extrêmement semblables ou ressemblants les uns aux autres. C'est une impression qui a été corroborée par les chercheurs que nous avons auditionnés. L'hypothèse, évidemment, est qu'il s'agit d'investissements plus sûrs que les sociétés de production font quand elles s'imitent ou elles imitent d'autres émissions. Est-ce que vous avez, vous, la sensation que vous participez à l'homogénéisation des programmes, ou au contraire à la diversification? Très sincèrement, alors je ne vais pas me réfugier derrière ça, mais c'est quand même, il faut quand même connaître le mode de fonctionnement du système audiovisuel, qui est en l'occurrence que les producteurs peuvent inventer ce qu'ils veulent. Ils vont ensuite proposer leur programme, quel qu'il soit, à des éditeurs de services, linéaires ou non linéaires, et c'est eux qui disent ça nous intéresse pas. Donc ça, c'est quand même le mécanisme. Donc c'est pas nous qui déterminons la ligne éditoriale des éditeurs de services, linéaires ou non linéaires. Ça, c'est quand même l'élément de base.
Le deuxième, c'est que, alors je ne connais pas les éléments qui ont été fournis par ces chercheurs, je dirais quand même que si on regarde la télévision d'il y a 20 ans, et si on regarde aujourd'hui l'ensemble des programmes que l'on peut regarder sur les chaînes de télévision, sur les plateformes différentes, on a de façon évidente, pour le meilleur, et peut-être pas toujours pour le meilleur, mais on a aujourd'hui une diversité qui s'est multipliée par 100 entre il y a 20 ans et aujourd'hui. Alors, vous regardez la télévision d'il y a 20 ans, là, oui, vous pouvez dire globalement que sans doute, entre un certain nombre d'éditeurs, il y avait une certaine homogénéité. Aujourd'hui, il y a quand même, et encore une fois, je ne parle pas de la qualité des programmes, mais on a aujourd'hui une diversité de programmes dans tous les genres qui, à mon sens, est juste incroyable. Je rajouterais par rapport à ce que dit Thomas, c'est que je pense qu'il n'y a jamais eu autant de contenu inédit produit chaque année en France. Ce qu'il faut prendre en compte, je pense, c'est vraiment l'offre pour le téléspectateur. Et avec l'arrivée des plateformes numériques, en plus, on a une offre qui est assez pléthorique et les gens n'ont jamais eu autant accès au contenu. On est dans une hyper-offre. Pour ce qui est du groupe dont je m'occupe, le groupe TF1, étant donné qu'on a plusieurs chaînes, on vise toujours justement à avoir une très forte complémentarité entre les chaînes et à chaque moment de la journée d'offrir des programmes qui soient très différents les uns par rapport aux autres. Que ce soit, par exemple, si je prends l'exemple de vendredi soir dernier, on avait du divertissement sur TF1, une fiction française inédite sur TMC, un documentaire inédit sur TFX, une série américaine sur TF1, série film. Si je prends sur une offre qui est beaucoup plus régulière, qui est celle de l'avant-soirée, de la fiction française sur TF1, quotidien sur TMC, j'ai un jeu réalité sur TFX et de la série américaine sur TF1 série film. Donc on s'attache à ce qu'il y ait véritablement une forte diversité dans l'offre qu'on peut proposer. Est-ce qu'il existe entre les éditeurs et vous des contrats, ou y a-t-il des clauses dans les contrats qui précisent certaines obligations en matière sociale, la part d'intermittents, la part, le montant des salaires, le nombre de personnes sur un plateau, etc. Ce sont des clauses où vous êtes laissé à une entière liberté dans la production? Alors, non, je vais m'exprimer à la fois pour... déjà il y a les clauses, il y a des clauses contractuelles, évidemment, il y a des clauses réglementaires. En revanche, on est des entreprises, en l'occurrence privées, et on produit un programme dans les meilleures conditions, et nous sommes maîtres d'œuvre dans la production de ces programmes. Après, le service public, comme vous le savez, audite nos comptes, donc ont accès à énormément d'informations, mais c'est après la production et pas avant. En revanche, on se fixe sur des grilles de salaire, en l'occurrence, ils sont en pleine discussion en ce moment, sur des minimums qu'on respecte tous. Et même, par exemple, dans certains secteurs, comme le flux, on paie au-delà des minima. Mais ça n'est pas, il n'y a pas de demande de l'éditeur, il y a une demande de respect du droit du travail et des règles liées au droit du travail. Personnellement, j'ai effectivement pas grand-chose à ajouter. C'est que tout simplement, on a un cadre extrêmement précis entre le droit du travail, les conventions collectives et tout un certain nombre de paramètres dans lesquels l'ensemble des acteurs s'inscrivent de façon évidente pour ne pas être hors la loi. Mesdames, messieurs, merci, chers collègues, merci, monsieur le rapporteur, merci. Si vous avez un dernier élément que vous souhaitez, dont vous souhaitez nous faire part en conclusion, c'est le moment, puisque l'audition va prendre fin. Non, c'était votre dernier mot. Bon, bah, non, en l'occurrence, vous nous avez demandé quelle préconisation dans l'une de vos questions que vous nous avez adressées. Donc, on a essayé, du côté de Banijay, d'y réfléchir un petit peu.
Pour nous, c'est important que vous contribuez à un écosystème qui protège la création. Notre enjeu à tous est de préserver la création française face à la puissance de la culture anglo-saxonne, favoriser la protection des droits des producteurs qui supportent la création, le développement. Comme je vous l'ai dit, pour 20 projets, entre 20 et 30 projets développés, maximum 1 à 2 ira à l'antenne. Reconsidérer le flux comme porteur de création exportable, de tissu économique, d'emploi. Il faut savoir qu'on engage par an 52 000 intermittents. Et de représentation réelle de la société, plus en prise avec la diversité de la société, pour répondre à votre préoccupation, Monsieur Saint-Houl. Je raconte toujours cette anecdote, mais c'est vrai que le flux a été, au moment du Covid, le premier employeur dans une période difficile d'intermittents, qu'on a permis de proposer de l'évasion aux téléspectateurs qui étaient confinés parce qu'on est allé produire. Et donc, c'est un secteur qui est important à prendre en considération. Ça a tout souvent été le parent pauvre de notre secteur. Et puis enfin, favoriser la diversité des acteurs au niveau des éditeurs pour favoriser le pluralisme éditorial. Il y a quand même une belle représentativité des programmes et de sa diversité, mais néanmoins, c'est important de préserver ça au travers des éditeurs, tout en préservant une stabilité de ceux existants. C'est un métier d'industriel qui nécessite des investissements considérables sur le long terme. Il faut en tenir compte également. Et effectivement, les informations sur ce sujet, je les ai données dans mon propos liminaire. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Je vous propose de compléter nos échanges en envoyant au secrétariat tout document qui vous paraîtrait utile, ainsi que les questions au questionnaire écrit. Nos auditions sont désormais achevées. Nous reprendrons nos travaux le jeudi 1er février. La séance est levée.